Le journal de 19h sur Public Sénat, toute l'actualité politique, parlementaire. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mercredi. Haro sur les fraudeurs aux prestations sociales. Une nouvelle offensive de la majorité qui s'appuie sur des chiffres qui doivent être regardés à la loupe. C'est ce qu'on fera tout à l'heure lors du débat à suivre entre le sénateur communiste Guy Fischer et la directrice de l'IFRAP qui prône un grand ménage dans toutes les dépenses publiques. Une révolution du système du médicament prônée par l'inspection des affaires sociales dans la foulée du scandale du Mediator. La réaction tout à l'heure de notre invité également, Dominique Maranaki, le directeur général de l'Agence des produits de santé, dont les rapports avec les laboratoires sont épinglés. Il sera donc notre invité pour répondre tout à l'heure. La Méditerranée, l'une des mers les plus menacées par la pollution et bien d'autres maux qui mettent en péril aujourd'hui sa biodiversité. Son écosystème est déjà très dégradé, avertit le sénateur Courteau. Et puis également avec nous ce soir, en ce premier jour de l'été, Jérôme Chapuis pour les étés meurtriers. Les politiques ne prennent jamais de vacances. L'été, il nous dira pourquoi tout à l'heure. Les suites de l'affaire Georges Tron, le parquet d'Evry ouvre une information judiciaire pour agression sexuelle en réunion de la part d'une personne ayant autorité, une qualification jugée audacieuse par l'avocat de l'ancien secrétaire d'État qui peut s'attendre à une mise en examen et un contrôle judiciaire. Christine Boutin, une candidate à l'élection présidentielle, on se bouscule donc à droite pour l'élection de 2012 avec cette nouvelle candidature. La présidente du Parti chrétien-démocrate s'est lancée aujourd'hui dans la course lors d'une déclaration à Montfermeil. Est-ce que rien n'aurait été tenté depuis 5 ans? Si, il est vrai qu'avec une certaine détermination, il a été essayé de faire passer le cap de la mondialisation à notre pays. De nombreuses réformes nécessaires ont été votées, mais rien de fondamental sur les questions essentielles sans lesquelles il est vain d'espérer un redressement rapide et durable de notre pays. En 2002, Christine Boutin, déjà candidate, avait obtenu 1,19% des suffrages. Claude Guéant souhaite un contrôle d'huissier pour les primaires socialistes. Le ministre de l'Intérieur évoque toujours un problème grave, selon lui, posé par la constitution de fichiers qui devront être détruits dès la clôture du scrutin. Au Sénat, aujourd'hui, offensive des élus socialistes pour un nouveau pacte territorial afin que l'égalité républicaine soit rétablie, notamment entre les villes et les campagnes. Jérôme Rabier. Maternités, hôpitaux, écoles ou encore tribunaux, il est parfois difficile d'y accéder dans de nombreuses zones rurales. Pourtant, l'égalité de traitement des citoyens est garantie par notre Constitution. Pour le PS, il s'agit là d'une véritable discrimination géographique. Car sans service public, les territoires ruraux peinent à attirer population ou entreprises, notamment en ce qui concerne l'école. La présence d'une école dans une commune, c'est une condition sine qua non pour qu'un médecin vienne s'implanter dans un bourg, pour que des familles viennent s'installer. Donc, nécessité d'avoir ce maillage au niveau scolaire. Le PS propose donc qu'une école primaire soit placée à maximum 10 minutes en voiture de toute habitation, 30 minutes pour un hôpital ou encore 45 minutes pour une maternité. La proposition de loi du Parti socialiste a pourtant peu de chances d'être adoptée, l'UMP s'y opposant tant sur le constat que sur les mesures envisagées. On voit bien que cette proposition de loi reprend ce qu'on entend tous les jours du Parti socialiste vis-à-vis de la ruralité. Donc c'est leur droit, mais pour nous, nous nous inscrivons dans la politique du gouvernement qui se préoccupe de la ruralité. Un sujet que le PS compte bien continuer de porter, et ce dès 2012 et l'élection présidentielle. Une réforme en profondeur du système du médicament en France, dessinée par l'IGAS, l'inspection des affaires sociales, qui a passé au crible le scandale du Mediator. Une meilleure surveillance des risques des médicaments suppose, selon l'IGAS, une totale remise en cause de la culture et des institutions actuelles. Julie Hulin. 7 mois après l'éclatement du scandale Mediator et un premier rapport sur la responsabilité directe du laboratoire Servier, ce nouveau rapport préconise de profondes modifications du système de santé, à commencer par une réduction du nombre de médicaments ainsi que la simplification du système de communication autour des effets indésirables pour pouvoir au plus vite déclarer un médicament dangereux. Autre problématique mise en avant, les relations nébuleuses entre l'Agence de sécurité sanitaire et les laboratoires. Le rapport préconise donc un meilleur contrôle des laboratoires, un système d'information confié à un organisme public et de façon plus radicale, la suppression des visiteurs médicaux qui réalisent la promotion des médicaments auprès des médecins.
Une réforme d'envergure qui demanderait une totale reconstruction de la politique de médicaments. Est-ce que le gouvernement est capable d'affronter le lobby de l'industrie pharmaceutique pour mettre en œuvre ces réformes? Parce que ces réformes, évidemment, pour être efficaces, doivent remettre en cause un certain nombre de privilèges dont bénéficie aujourd'hui dans notre pays l'industrie pharmaceutique. La pression est désormais sur les épaules du ministre de la Santé Xavier Bertrand qui présentera demain les grandes lignes de la réforme du médicament. Premier invité du 19h, Dominique Marinaki, bonsoir. Vous êtes le directeur général depuis 3 mois maintenant de l'AFSAPS. Que répondez-vous donc à cette relance par l'IGAS de la nécessité d'experts indépendants? Ça va de soi. Ça va de soi. Nous agissons pour l'État et pour donner des informations et prendre des décisions pour le compte des citoyens qui consomment des produits de santé. Et on le fait sur la foi d'une expertise. Et cette expertise doit être par nature indépendante et publique. Voilà, et on peut ponctuellement questionner des experts, mais il n'y a aucune raison pour que les experts soient liés à l'industrie pharmaceutique. Alors vous dites ça va de soi, ça n'allait pas de soi. D'abord, il faut que l'IGAS le rappelle aujourd'hui solennellement. On attend de la part du gouvernement des gestes forts en la matière. Comment est-ce que vous qualifiez aujourd'hui les rapports entre l'AFSAPS et les labos? Est-ce que vous avez trouvé votre point d'équilibre? Je crois que les choses sont simples. Nous sommes une agence de régulation des produits de santé. Il y a ceux qui les produisent, il y a ceux qui les prescrivent et ceux qui les reçoivent. D'accord? Donc nous faisons attention à toutes les parties prenantes, mais notre vocation, c'est de faire attention à ceux qui les reçoivent, pour qu'ils les reçoivent pour leur bien, oui. Et qu'ils limitent les risques. Donc nous avons tous besoin qu'il y ait des produits qui soient mis à disposition. Donc nous contribuons. Encore faut-il bien les connaître? Oui, il faut les connaître sur la base de faits et pas de rumeurs. Donc ça suppose qu'on est capable d'examiner des dossiers, de faire des études nous-mêmes, éventuellement contradictoires, pour examiner le bénéfice-risque, afin de pouvoir prendre des décisions. Est-ce que vous souffrez, par exemple, de l'absence de communication de l'ensemble des essais cliniques? C'est ce que pointe l'IGAS, là, dans ses recommandations. L'AFSAPS a la responsabilité, et l'exerce bien, effectivement, de l'autorisation des essais cliniques en France. Donc nous avons tous les moyens de développer non seulement l'autorisation, mais le suivi des essais cliniques, voire même la transmission de ce qu'on appelle en langage technique le rapport scientifique final. D'ailleurs que le promoteur soit industriel ou non industriel, puisque heureusement nous finançons aussi la recherche publique, dont on ne connaît pas toujours les résultats. Et il est de notre responsabilité de le faire et on le fera volontiers. Bien, mais vous êtes arrivé, je le disais, depuis le mois de juin, donc depuis quelques mois, justement pour symboliser une nouvelle exigence. Oui. De l'agence du médicament. Alors la première exigence qui nous était permise par les textes, c'était quand même de donner de la transparence. Oui. Toutes les commissions d'AMM sont filmées, elles sont diffusées. Les avis parfois à vos détriments d'ailleurs, parce qu'on vous reproche de laisser sur le marché certains médicaments, quand il y a des querelles d'experts au sein même de l'AFSAPS. Mais non, c'est pas au sein. Nous, dans vos commissions. On parle souvent de l'AFSAPS. Les commissions donnent des avis et le directeur général tranche. Oui. D'accord. Donc, par contre, de recueillir les avis, de recueillir la contradiction dans les avis, ça me paraît légitime et démocratique. Alors, faut-il vraiment introduire un changement de culture? Je reprends là encore les termes de l'IGAS qui dit que jusqu'à présent, manifestement, quand il y avait un doute, il ne profitait pas aux malades, mais aux médicaments qui restaient en vente. Quelle est la finalité du médicament? C'est de soigner les malades. D'accord. Donc il n'y a aucun doute à avoir. Par contre, il faut qu'on ait des arguments. Et ce que nous avons fait récemment en prenant la suspension d'un médicament antidiabétique, oui. On a fait 2 choses. La première, c'est qu'on a écrit à tous les médecins en disant qu'on était très inquiets de ce médicament, qu'il pouvait augmenter le risque de cancer de la vessie, puisqu'on avait des suspicions, des petits signaux. D'accord. Alors certains diront, oh, ça suffisait, il fallait le suspendre tout de suite. Ouais, c'est là où il y avait débat, oui. Ça a été très efficace. Les médecins ont changé. Ils ont diminué leur prescription de 40% en 1 mois, quand même. Ils entendent quand on leur parle, ce sont des gens normaux et honnêtes. Les malades ont pu se confier à leur médecin. Et ensuite, on a fait une étude publique, confidentielle bien sûr, mais publique, avec les données de l'assurance maladie. Et les données de l'assurance maladie ont produit la plus grande étude du monde sur ce sujet. Et les résultats étaient évidents. Et donc la suspension a été votée à l'unanimité et appliquée. Donc c'est possible de le faire. Oui. Il faut comprendre quelle est notre finalité de régulateur, c'est de servir le bien public.
mais avec des arguments qui soient robustes. Très bien, avec des experts indépendants. Et puis, nouveauté également, peut-être que la parole des patients désormais sera reconnue. C'est une avancée? C'est un changement majeur, notamment sur les risques. Qui reçoit en direct les risques, ce sont les patients. Bon, ils sont transmis par leur médecin, mais pas suffisamment. Donc, ils peuvent raconter, eux, des histoires de toxicité particulière. Et dans le fond, si ce ne sont que des petits effets toxiques, c'est encore mieux. C'est peut-être pas la peine d'attendre qu'il y ait une catastrophe pour qu'on puisse corriger le tir et adapter. Donc, notre rôle, c'est de recueillir. Et c'est le nouveau système de vigilance qui va s'installer. Voilà, c'est donc un bien peut sortir d'un scandale. Espérons-le, c'est nécessaire. Merci Dominique Marat-Naquet d'avoir réservé à Public Sénat votre première réaction donc à ce rapport de l'IGAS, ce nouveau rapport de l'IGAS après le scandale du Mediator. La fraude coûte cher à l'État et aux organismes sociaux, jusqu'à 20 milliards d'euros selon une estimation parlementaire. Les cas de triche, sécu, chômage, fisc concernent les particuliers, mais aussi les entreprises. Avant d'en débattre, le point sur cette question relancée aujourd'hui avec Patrick Jean-Pierre. La chasse aux fraudeurs est lancée. Un rapport de parlementaires souligne que ce sont près de 20 milliards d'euros de prestations sociales par an qui passeraient sous le nez de l'État. Allocations familiales, arrêt maladie, RSA détourné représenteraient un manque à gagner estimé entre 2 et 3 milliards d'euros. Les fraudes au prélèvement, cotisations patronales, salariales, travail au noir, entre 8 et 16 milliards d'euros. La fraude aux finances publiques coûte cher. Le ministre du Budget, François Baroin, l'a rappelé ce matin au Conseil des ministres. L'an dernier, un peu plus de 3 milliards d'euros de fraude ont pu être détectés, en majorité dû à la fraude fiscale. Il n'y aurait pas pour autant plus de fraudeurs, précise le ministre, mais plus de contrôle. Loin des idées reçues, l'arnaque à l'argent public est plus importante en volume et en montant chez les entreprises que chez les particuliers, selon la brigade de contrôle et de recherche de l'Hôtel des Finances et l'URSSAF que nous avons contacté. Ainsi, 10 à 12% des entreprises pratiquent le travail au noir, 5 à 7% des salariés ne sont pas déclarés. La lutte contre le travail au noir a représenté plus de 185 millions d'euros en 2010. Le ministère du Budget compte bien renflouer ses caisses avec toute cette manne financière. Une brigade spéciale et des comités départementaux antifraude veillent et traquent la moindre escroquerie. Face à face tout de suite dans le 19h, Guy Fischer, le vice-président communiste du Sénat. Bonsoir. Merci d'être avec nous. En face de vous, Agnès Verdier-Molinier. Bonsoir. Vous êtes la directrice de la Fondation IFRAP. Vous traquez les dépenses publiques que vous jugez inutiles. Est-ce que vous êtes d'abord tous les deux d'accord pour dire que la fraude est un mal coûteux et qu'il faut la combattre, Guy Fischer? Oui, la fraude est à condamner, ça, c'est évident. Je suis assez d'accord. Et quelle est votre priorité à l'un et à l'autre, Guy Fischer? Est-ce qu'on parle d'abord des bénéficiaires, par exemple, de prestations sociales ou de certaines entreprises qui trichent avec notamment le travail au noir? Voilà, le travail au noir. Alors, votre priorité, vous? Moi, c'est lutter contre la fraude patronale, c'est clair, et c'est net. Pour vous, Madame Verdier-Molinier? C'est le même objectif, même combat prioritaire? Lutter contre toutes les fraudes, évidemment, mais ne pas créer un système qui encourage aussi à la fraude. C'est-à-dire, avec beaucoup de dépenses sociales, on a un coût du travail important. Ça veut dire que celui qui n'est pas déclaré aussi, il n'y a pas que l'employeur qui a intérêt à ne pas déclarer. Il y a aussi le salarié qui peut gagner plus qu'un net quand il n'est pas déclaré. En plus, conserver des minima sociaux. Le salarié est complice du patron, alors. Il n'y a pas que les patrons qui sont concernés. Il y a aussi les salariés qui parfois demandent de ne pas être déclarés. Donc ça, c'est important de le mesurer aussi. Guy Fischer, ce sont des cas que vous avez déjà rencontrés? Ah bien, si vous voulez, là, madame vient de dire, si j'ai bien compris, je suis contre les minima sociaux. Il faudrait voir. Ça n'a rien à voir. Il faudrait voir les supprimer. Il y a aussi des salariés qui sont contents de ne pas être déclarés à partir, par exemple, d'un certain montant d'heures, en disant attention, si vous me déclarez plus d'heures, je vais perdre, par exemple, le droit au RSA activité. Et si vous me déclarez plus d'heures, j'aurai plus le droit à la CMU complémentaire. Donc ça, vous ne pouvez pas dire dans vos circonscriptions que ça n'arrive pas. Et là, on tombe dans la fraude aux prestations sociales. Bon, on sait que sur les 20 milliards, on sait que sur les 20 milliards, eh bien, cette fraude est de l'ordre de 2 à 3 milliards. Alors, donnons bien les chiffres. Quelle est la mesure, justement, selon vous, entre les fraudes qui relèvent des particuliers, donc, et puis celles relevant des entreprises, pour vous? Pour moi, c'est entre 8 et 16 milliards
de fraude aux cotisations sociales, donc travail au noir, et 2 à 3 milliards de fraude aux prestations sociales, c'est-à-dire les arrêts maladie, les allocations familiales, le RSA. Et ça, je crois que ce sont des chiffres incontestables qui viennent d'être publiés par l'AMEX hier à l'Assemblée nationale. Mais très bien, mais je conteste absolument pas ces chiffres. D'ailleurs, la Cour des comptes donne une fourchette d'à peu près 10 à 15 milliards d'euros de fraude. Donc on est dans une fourchette qui est sensiblement identique. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on fraude? C'est aussi pour pas payer d'impôts, pour pas avoir les cotisations sociales, pour pas perdre des minima sociaux, pour pas perdre les droits connexes qui sont, comme je disais tout à l'heure, ne pas payer la cantine, ne pas payer par exemple sa taxe d'habitation ou la redevance télé, etc. Donc il faut se poser la question aussi d'un système qui pèse très lourd en redistribution et qui, à force d'impôts et de cotisations sociales, incite aussi, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas que les employeurs. On a tous eu l'expérience de vouloir embaucher, par exemple, un personnel à domicile qui dit non, non, mais moi, je veux bien venir travailler chez vous, mais je ne veux pas être déclaré. Donc, ce n'est pas qu'une question de patron, c'est aussi une question de système. Et peut-être, c'est la célèbre loi de l'affaire, c'est-à-dire à partir d'un moment où on met trop d'impôts, trop de cotisations, finalement, tout le monde se dit, oh là là, c'est pas possible. À partir d'un moment, je suis plus incité à ne pas déclarer. Oui, et ça ne fait pas de tout le monde des fraudeurs, ça ne fait pas des fraudeurs des gens absolument abominables, c'est aussi se poser la question de la pertinence de notre système. Bon. Fischer, le système, vous le remettez en cause Pas du tout, au contraire, il faut le conforter. C'est-à-dire, nous vivons sur un système qui repose sur le pacte social, sur la solidarité nationale. Et aujourd'hui, ce qui est important dans des périodes économiquement difficiles, eh bien, c'est de stigmatiser. Et pour ma part, c'est ce à quoi je m'oppose, de stigmatiser les plus pauvres, les salariés malades, car c'est cette campagne-là qui est lancée. Et je crois qu'il faut absolument dire les choses concrètement. Par exemple, on stigmatise aussi les fonctionnaires. On stigmatise les arrêts de travail, on stigmatise les médecins qui donneraient de trop nombreux arrêts de travail. Donc, il y a certes un côté marginal dans ces dénonciations, mais je crois que sur le fond, il faut véritablement conforter notre système de protection sociale et non pas le démanteler, car de toute évidence, ce serait encore plus de difficultés. Je donnerai juste un chiffre. Entre la France et l'Allemagne, pour un salarié à un poste à peu près identique, le coût pour le patron est à peu près le même. Sauf qu'au final, le net qui est touché par le salarié, il est 7% inférieur en France. Donc là, il y a quand même un souci. On sait qu'on est à 600 milliards de dépenses sociales tous les ans en France, 30% du produit intérieur brut, donc de la richesse nationale, qui est consacrée aux dépenses sociales. On pourrait certainement baisser les dépenses sociales, baisser le poids des cotisations qui pèsent sur le travail, et ça inciterait aussi certains qui sont sortis du système, qui ne déclarent pas. Il y a peut-être d'autres systèmes pour lutter contre la fraude que de baisser les prestations sociales, non? Mais qui reviendraient dans le système. Donc ça, c'est pour les fraudes aux cotisations. Oui. Pour les fraudes aux prestations, il faut plus de contrôle et plus de lisibilité dans les aides, finalement, parce que vous avez une multitude d'aides, et on a fait des enquêtes, nous, la Fondation IFRAP, sur le terrain, dans des départements, et on voit que, par exemple, il y a une commune qui donne la prime de Noël, le département donne la prime de Noël, la région donne la prime de Noël, et puis ensuite, on voit que, finalement, ceux qui bénéficient du RSA, dans la plupart des départements, je parle du RSA socle, donc qui est l'équivalent de l'ancienne RMI, finalement ne sont pas du tout incités au retour à l'emploi. Donc il y a des départements qui le font, qui font des efforts, qui voient les gens personnellement. Et vous nous dites que la fraude, c'est un des effets pervers, selon vous, de cette accumulation de prestations sociales. C'est un effet pervers aussi du manque de contrôle. Et par exemple, on voit que dans les départements qui mènent qui accompagnent ceux qui sont au RSA, ils arrivent à retourner vers plus d'insertion. Et ils constatent aussi qu'il y a des abus, que certains travaillent non déclarés et touchent aussi le RSA. Mais vous savez que la loi a été modifiée, que tous les fichiers des organismes versant des prestations sociales sont interconnectés et de plus en plus, eh bien, cette réalité qu'à un moment donné, on pouvait jouer sur plusieurs tableaux, eh bien, non. Ce contrôle est bien plus efficace. Et ce qu'il faut dire, moi, ce que je remarque, c'est quand on analyse les chiffres, eh bien,
les fraudes patronales sont 4 à 5 fois supérieures aux fraudes aux cotisations sociales. Les salariés ne sont pas, il n'y a pas du tout un consensus entre le patron et le salarié. Ah, pas du tout. Ah, oui. Non, non. Moi, je pense qu'il y a pas que les salariés véritablement touchent un peu plus que ce qu'ils toucheraient en net s'ils étaient déclarés. Ah oui, mais là, si vous voulez, on n'a pas le temps aujourd'hui de rentrer dans le détail, mais la fraude aux cotisations patronales, c'est une des réalités qui s'impose et qui doit être aujourd'hui dénoncée. Il n'y a pas que les cotisations patronales, il y a les impôts aussi. Hein. Quand on ne déclare pas qu'on travaille, on ne paie pas d'impôts non plus. C'était la question du nouvelobs.com. Est-ce que vous avez déjà fraudé? Alors, combien êtes-vous à avoir répondu oui? On découvre ça ensemble. Eh bien, vous n'êtes que 10% à avoir fraudé, en tous les cas, à l'avoir avoué en répondant à la question du nouvelobs.com. Et cet après-midi, nous avions une réunion de la Commission des affaires sociales avec le directeur général de l'UNCAM. Eh bien, tout le monde s'est accordé pour dire que c'était à peine 1%. La Méditerranée en danger. Allez, on change de sujet. Plus que le changement climatique, la pollution, la pression démographique et puis l'urbanisation des côtes menacent sa biodiversité et donc sa survie. L'alarme est donnée aujourd'hui par le sénateur socialiste de l'Aude, Roland Courteau. Margot Aubrio. À l'heure où des milliers de touristes s'apprêtent à plonger dans la Grande Bleue, ils seront prévenus. La Méditerranée, c'est bien sûr ses coquillages et ses crustacés, c'est aussi des pesticides, des hydrocarbures, du plastique ou encore des nitrates. Le sénateur Roland Courteau tire la sonnette d'alarme. S'il est urgent de lutter contre ces contaminations, il faut aussi s'attaquer à de nouvelles formes de pollution, comme les médicaments ou, plus surprenant, les crèmes solaires. C'est un cri d'alarme. Aujourd'hui, cette mer est encore en relative bonne santé. Mais il n'est pas trop tard pour agir. Mais il est juste temps. Je ne saurais trop attirer l'attention de la communauté internationale sur cette situation. Je le rappelle, il est juste temps. La Méditerranée n'est pas un cas isolé, sauf qu'elle est très petite. Elle représente seulement 0,8% de la surface des océans. Elle est aussi semi-fermée. Il lui faut donc plus d'1 siècle pour se renouveler. Changement climatique, mais surtout pression démographique et urbanisation font peser une réelle menace à horizon 2030. Et le rapport pointe du doigt les mauvais élèves, les pays du Sud, pas encore assez concernés par le problème. C'est aussi une mauvaise gestion de la lutte anti-pollution qui est mise en cause. Pourtant, les structures ne manquent pas, du plan d'action Méditerranée à l'Union pour la Méditerranée, en passant par le Grenelle de la mer, la gouvernance reste encore trop dispersée. Dernière page et dernière invitée du 19h. Les étés meurtriers en politique dont les acteurs sont bien inspirés de ne pas prendre de vacances. Si l'on suit en tout cas le récit de Jérôme Chapuis avec nous et Yael Gauze, Marie Chambrial. Le 13 juillet sonne la fin des sessions parlementaires. Démarre aussi une période creuse pour l'actualité politique, mais les élus ne partent pas pour autant en vacances. L'été est souvent une période cruciale pour la vie politique. C'est en tout cas ce que Jérôme Chapuis et Yael Gauze démontrent dans leur livre « Les étés meurtriers ». Le mois d'août, c'est une bonne période médiatique parce que les gens sont disponibles. Ils sont sur les plages ou ailleurs, ils absorbent beaucoup d'informations. Donc quand on a des messages, l'été, c'est une très bonne période. De 1976 à aujourd'hui, les deux journalistes décryptent des étés qui ont marqué la vie politique française. Premier exemple, juillet 2010 et le discours sur la sécurité de Nicolas Sarkozy à Grenoble. Un discours qui crée la polémique durant tout le mois d'août. L'affaire Woerth-Bettencourt est reléguée au second plan. Qu'en lançant ce genre de sujet en juillet-août, on peut corriger le tir ou adapter ce qu'on pensait faire à la rentrée de septembre. Le véritable tournant est l'été 2003. La France souffre de la canicule et les morts sont de plus en plus nombreux. Le ministre de la Santé de l'époque, Jean-François Mattei, ne prend que très tardivement la mesure des événements. Une mauvaise gestion de crise qui réduira d'autant plus les vacances ministérielles les années suivantes. L'été 2011 ne devrait pas déroger à la règle. Primaire du Parti socialiste, campagne pour les sénatoriales. L'actualité sera riche 1 an avant l'élection présidentielle. Avec nous donc Jérôme Chapuis, est-ce que vous confirmez que l'été 2011 sera meurtrier? Tous les ingrédients sont réunis puisqu'on a d'une part les élections sénatoriales qui se préparent et puis surtout la primaire socialiste. Ouais. Et on est déjà en train de se demander ce que les candidats vont faire. Je sais que Martine Aubry et François Hollande aimeraient bien
prendre un petit peu de repos puisqu'ils sont les favoris et donc pour eux la course risque de durer jusqu'en avril-mai prochain. Ils ont besoin de prendre des vacances mais leur challenger ne compte pas les laisser se reposer. Ils ont l'intention de battre la campagne pendant tout l'été et particulièrement sur les plages. C'est le cas notamment de Ségolène Royal et d'Arnaud Montebourg. Ah oui, d'accord. Ils ont bien compris, on l'a vu dans ce reportage, hein, que c'était d'abord une formidable opportunité de communication l'été, c'est ce que vous racontez. Oui, et alors c'est amusant parce que ça a changé. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on considérait au contraire que c'était le moment de faire passer des sujets un petit peu en douce. Oui. Tout ce qu'on n'avait pas réussi à faire passer par peur de braquer l'opinion pendant l'année, on le faisait passer pendant l'été. C'est comme ça. C'est vrai aussi, hein, parfois. Ça reste vrai, et en même temps, peut-être à la faveur justement de cet été 2003 qui a joué le rôle de chambre d'écho et qui a transformé un fait social en fait politique, la canicule, eh bien, on s'est rendu compte que beaucoup de politiques profitaient de cette période pour communiquer, parce qu'ils savent, ça a été dit, rappelé par Philippe Marini, ils savent qu'à ce moment-là, l'attention des Français est plus grande. Je parlais de la canicule de 2003, en réalité ça remonte sans doute encore un petit peu avant. C'est Édouard Balladur qui nous le dit dans le livre. Il explique que lui garde un très bon souvenir de son interview estivale du mois d'août 1993. Il est alors Premier ministre, il y a une crise du franc à l'époque, et il est obligé d'intervenir, il intervient longuement et tout le monde s'accorde à dire que c'est à ce moment-là que les Français découvrent ce Premier ministre paisible dans son chalet de Chamonix sur son lieu de vacances. Et vous racontez des exemples assez cocasses d'ailleurs, hein, de certains personnages politiques qui ont du mal à se faire entendre, le restant, 11 mois sur 12, oui. Et puis qui alors l'été, là ont une fenêtre de tir, quoi. Ils en profitent, ils en abusent. Voilà, et puis en plus c'est une période idéale pour aller faire un peu la cour. On voit des ministres qui se pressent autour du Cap Nègre dans le Var et qui effectivement donnent des interviews. À Var Matin, on en a compté 17 ministres l'été dernier, en 2010, qui allaient, ministre ou secrétaire d'État, se faire voir, photographier. Ah oui, c'était pas une communication à destination du public, là. Non, on sait que en général, le président de la République, quand il est au Cap Nègre, lit le matin, quand il se réveille, la presse locale, et notamment Var Matin, et donc il est de bon ton quand on était ministre. L'été dernier, il faut se souvenir que juste avant l'été, Nicolas Sarkozy avait annoncé qu'il y aurait un remaniement à la rentrée. Tout le monde tremblait dans les rangs du gouvernement et c'est donc le bon moment pour aller se faire photographier, remarquer, et il y en a quelques-uns qui effectivement ont plutôt bien joué le coup. Alors, donc vous le dites, Nicolas Sarkozy passe ses vacances dans le Var. Là, il est assuré d'avoir une bonne chronique estivale, parce que tout le monde le suit. Et il en joue d'ailleurs. Hein. Oui, il en joue parce que là aussi... Parfois avec des messages subliminaux selon ses réceptions. Oui, on a vu par exemple l'été dernier, alors ça ne veut pas dire grand-chose d'ailleurs avec le recul, mais l'été dernier, un seul ministre a été reçu, c'était Jean-Louis Borloo. Il s'entendait très bien. Voilà, on décrit dans C'était apaisé encore. C'était très... bien sûr, et puis c'était même le moment où Jean-Louis Borloo était pressenti pour devenir Premier ministre à l'automne. On a vu par la suite qu'il ne fallait pas surinterpréter ce genre de moment, mais en tout cas, pour Jean-Louis Borloo, ça l'a vraiment mis en confiance. Il s'est vraiment dit, j'ai un coup à jouer. La suite a démontré que ce n'était pas tout à fait le cas. Bien, si les politiques ne prennent jamais de vacances, les journalistes non plus alors l'été. Alors ça, c'est une mauvaise nouvelle pour toute une profession. En tout cas, l'été prochain, il va falloir regarder de près l'actualité politique parce que je vous garantis qu'il va se passer encore beaucoup de choses. Bien, et l'hiver, c'est comment ? L'hiver, on a vu l'hiver dernier que les vacances des ministres pouvaient poser un problème. On se rend compte d'ailleurs que Nicolas Sarkozy, qui a commencé son quinquennat avec des vacances fastueuses dans une villa américaine, a recommandé l'hiver dernier, à l'occasion de la polémique autour de Michel Alliot-Marie, à ses ministres de ne surtout pas partir trop loin en vacances. On se rend compte d'ailleurs à la lecture de ce livre que les vacances sont un acte politique pour les hommes et les femmes qui nous gouvernent. Voilà, c'est ce que vous racontez alors avec une foultitude d'exemples. Hein. Jérôme Chaput, merci. C'est aux éditions Plomb. À 22h, le prochain journal sur Public Sénat avec Pierre-Henri Gergonne, tout de suite sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Question d'info, bonsoir à tous. Le 25 septembre, la moitié des sénateurs sera renouvelée. Dès à présent, découvrez sur Public Sénat le fonctionnement de l'élection, les coulisses de la campagne et le rôle du Sénat. Avec de nouveaux rendez-vous, un journal des sénatoriales tous les mardis, des modules pédagogiques, des reportages, des débats. Les élections sénatoriales, c'est sur Public Sénat et sur publicsénat.fr.
L'aventure débute en Angleterre avec la naissance de Louise Brown, premier bébé éprouvette conçu par fécondation in vitro. C'était un espoir extraordinaire pour les gens stériles. Il ne faut pas oublier quand même qu'au départ, la fécondation in vitro, c'est pour permettre à des personnes stériles d'avoir des enfants. Plus de 30 années se sont écoulées depuis la naissance du premier bébé éprouvette, 30 années pleines d'émotions et de rebondissements. 30 années qui ont bouleversé la science et redonné espoir aux personnes en mal d'enfants. Les bébés de l'amour et de la science, vendredi à 16h45 sur Public Sénat.